grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Bonjour et bienvenue du côté de Rachis, une émission présentée par Géraldine Roux et les invités de l'Institut universitaire Rachis. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Irène Kauffer. Née en Pologne, vous êtes arrivée en Belgique avec l'Exposition universelle de 1958. Militante féministe et syndicale, vous avez participé dans les années 70 à l'aventure de l'hebdomadaire Pour, auquel vous avez consacré un premier roman sous forme de polar, dont le nom est Fausse Piste, publié aux éditions Luc Pire en 1995. Après de longues années dans une grande entreprise de commerce culturel, vous avez terminé votre carrière à l'ASBL Garance, association de prévention des violences basées sur le genre. Vous collaborez régulièrement au magazine Axel. En 2005, vous avez publié un livre d'entretien avec la philosophe Françoise Collin, Parcours féministe aux éditions Labor, puis réédité chez 9e en 2014. Vous avez également publié un recueil de nouvelles Déserteuses aux éditions de l'Harmattan en 2015 et vous venez de publier en avril 2021 un roman, 10 Books, aux éditions L'Antilope, roman dont il sera question aujourd'hui. Irène Kauffer, bonjour. Bonjour. Alors peut-être avant de commencer cette émission, permettez-moi peut-être de rappeler que vous êtes née de parents juifs polonais qui ont tous deux témoigné pour Steven Spielberg en 1997. Votre roman, 10 Books, d'ailleurs, commence par cet entretien le 1er décembre 1997 et la photographie de votre père berçant dans ses bras une enfant disparue est également en fait au prologue de votre livre. Donc vous êtes né d'un remariage. Le premier conjoint de chacun de vos parents a été assassiné par les nazis. Et avec sa première épouse, votre père a eu donc cette petite fille, Mariette, tuée en 1942, alors qu'elle n'était âgée que de quelques semaines. Alors, je souhaiterais vous poser une première question. Est-ce que l'on pourrait dire que 10 Books serait au moins en partie un livre autobiographique? Alors, c'est peut-être un livre autobiographique, mais alors c'est une autobiographie collective, parce que bien sûr, j'y parle de moi, c'est écrit à la première personne, et que cette première personne, c'est moi, ou alors c'est ma 10 Books, ou mes 10 Books, qui sait qui parle. Mais en tout cas, il y a quand même une grande partie qui repose sur le témoignage de mes parents, donc c'est leur autobiographie. C'est en même temps ce qu'ils ont vécu pendant la guerre, mais aussi ce qu'ils ont vécu avant la guerre. Donc, il y a toute une partie qui concerne leur vie réelle. Et là, vraiment, je n'y ai pas touché. Donc, leur témoignage, pour moi, c'est clair que ce qui s'est passé pendant la Shoah, c'est impossible de changer ou de fictionnaliser. Par contre, tout ce qui se passe après, effectivement, alors il y a une part d'autobiographie, puis il y a quand même une part d'invention. Donc, il y a des personnages qui sont tout à fait réels, il y a des personnages qui sont complètement inventés, et puis il y a des personnages qui sont inspirés de personnes réelles, mais qui ont été, disons, légèrement proposées aussi. Bien sûr, mais précisément, en fait, ce livre, lorsque présenté de cette façon, on pourrait penser à un énième livre, pourrait-on dire, et nous en avons besoin pour le devoir de mémoire, mais un énième livre sur la Shoah, sur les horreurs de ces années-là, sur le thème aussi du syndrome du survivant, qui est aussi un thème quand même assez dramatique. Et ce qui est vraiment, je trouve, une belle surprise quand on ouvre les premières pages de votre livre, c'est que ce livre est plein d'humour. Bien sûr que c'est tragique, bien sûr qu'il y a cette absence, cette lourdeur, mais toujours enrayé, pourrait-on dire, par un humour débordant et des personnages qui sont extrêmement bien croqués. Je pense par exemple à la rencontre avec la psychorabine Solange, ou par exemple, alors le jogger, le 10 Book jogger était aussi, enfin, des personnages comme ça, c'est par petites touches, mais qui en même temps, en fait, donnent à ce livre une vraie fluidité et on se prend souvent à rire
à rire en fait aussi bien des mésaventures de la narratrice que des personnages qui sont croqués. Alors peut-être une question, j'ai parlé donc d'une psychorabine. Qu'est-ce qu'une psychorabine? Oui, c'est original et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Il y en a même bon, qui ne connaissent pas du tout le monde juif et qui pensent que c'est une fonction qui existe. Alors déjà, le fait qu'il y ait une rabbine, mais ça existe réellement. Hein, enfin, il y a vraiment des femmes rabbines dans le judaïsme libéral. Une psychorabbine, c'est une fonction peut-être un peu nouvelle. C'est un métier en pénurie en tout cas. Hein, donc, s'il y a des personnes qui veulent avoir mais évidemment, il vaut mieux être déjà rabbine ou alors psy pour pouvoir être les deux. Et bon, je me suis en fait inspirée d'une psychologue réelle qui travaille beaucoup avec des survivants et puis maintenant avec des enfants de survivants, bien sûr. Et j'ai trouvé ces livres absolument passionnants, Tenazali Zaide. Mais là encore, je n'avais pas envie, parce que je la connais pas personnellement, je n'avais pas envie d'en faire un portrait. Et donc, j'ai essayé de transposer en un personnage un peu plus mystérieux et qui arrive à faire une synthèse entre une analyse psychologique et puis le fait que quand même on vient de quelque part et un lien. Alors c'est peut-être même pas tellement de la religion. Les rabbines ne parlent pas que de religion. Hein. Quand on entend Delphine Orviller, par exemple, elle parle vraiment d'un vécu de plus de philosophie que réellement de. Enfin, je ne veux pas non plus lui donner des intentions qu'elle n'a pas. Mais on peut très bien ne pas vraiment s'intéresser à la religion et puis être touché par ce qu'elle dit et par ce qu'elle écrit. Donc la psychorabbine, c'est un mélange entre une psychologue et puis quelqu'un qui a une vision plus philosophique de la vie. Cela dit, quand on parlait d'humour, je crois qu'effectivement, mes éditeurs, donc l'Antilope, hein, que je remercie vraiment beaucoup d'avoir publié le livre, c'est une maison qui est spécialisée, enfin, qui est connue pour publier des livres liés au judaïsme, donc qui reçoit beaucoup justement de témoignages sur de survivants de la Shoah et d'enfants de survivants de la Shoah, et qui a justement dit qu'il y avait une approche originale. Il publie pas tout évidemment, et que là ça renouvelait un peu. Bon, je ne veux pas prétendre que je renouvelle tout à fait le genre, mais que c'est une approche totalement différente de ce qu'ils reçoivent d'habitude. Oui, parce que votre approche en fait est celle déjà en fait d'une personne de la troisième génération. Enfin deuxième ou troisième génération, cela dépend en fait de. Mais en tout cas, il y a la génération chape de plomb, où, comme si en fait rien ne pouvait être dit, rien ne pouvait être fait, et ensuite la parole de témoignage qui parvient à la deuxième, voire souvent aux petits-enfants, à la troisième génération, mais avec aussi cette nécessité de dire mais quelle tonalité doit-on prendre pour parler de la Shoah? On ne peut pas manquer de respect, mais en même temps, on ne peut pas non plus alourdir. Et ce que j'ai trouvé vraiment très original dans votre approche, c'est qu'il n'y a jamais aucun manque de respect, mais en même temps, c'est l'humour de la vie, pourrait-on dire. Ça se passe dans la vie même, et notamment la vie de cette narratrice qui vit comme avec un double dont elle n'arrive pas à saisir. C'est comme cela, me semble-t-il, que commence sa quête, c'est-à-dire avec la quête de pourquoi est-ce qu'il m'arrive toujours des choses un peu étranges, comme les portes qui se referment au moment où je veux rentrer, comme le fait de ne pas être, enfin, d'avoir peur, par exemple, de faire des papiers administratifs comme si son identité pouvait tout le temps être remise en question. Je me permets en fait juste de lire une petite phrase du début de D-Books. Moi, dit la narratrice, je voulais seulement retrouver un socle, une unité, alors que je ne cessais de tanguer et de me dissoudre. Il me semblait chaque jour gagner en étrangeté. Est-ce que, en fait, ce serait cela, en fait, entre autres, une des conséquences de ce qu'on pourrait appeler le syndrome du survivant? Alors, je ne me permettrai pas de généraliser, mais c'est vrai que c'est le syndrome du survivant qui est transmis par les parents. Moi, je suis née après la guerre. Et je ne suis pas sûre que mes parents le vivaient de la même manière. Je ne crois pas que mes parents le vivaient de la même manière. Hein. Donc, leur traumatisme, comme ils ont eu des vécus quand même différents. Donc, mon père a été déporté et ma mère est allée travailler en Allemagne avec des faux papiers. Donc, ce sont des vécus vraiment presque opposés. Hein. Ma mère disait souvent que elle, pendant que mon père était dans un camp, elle, le dimanche, elle allait dans une pâtisserie manger des glaces. C'est assez incroyable pendant la guerre pour une juive. En Allemagne.
Mais c'est vrai que mon vécu à moi, qui est ce vécu de ne pas être sûr d'exister, c'est plutôt ça que le double. Et ce qui est enfin, amusant, quand vous parliez de l'humour de la vie, effectivement, la vie a de l'humour. Mon livre venait de sortir et je devais prendre un rendez-vous médical et c'est une infirmière qui le prenait pour moi. Et donc, elle téléphonait pour prendre le rendez-vous. Et avec mon numéro de registre national, qui est vraiment l'identification en Belgique la plus sûre, hein, c'est un numéro sur la carte d'identité. Et de l'autre côté, on lui répondait qu'on ne me trouvait pas, donc je n'existais pas. Et je trouvais ça. Donc l'infirmière était très embêtée. Et moi, ça me faisait rire parce que le livre venait de paraître. Je venais d'expliquer dans le livre que j'avais justement ce problème, enfin, de porte qui ne s'ouvrait pas ou de mes pas dans le sable qui s'est passé, qui était quand même en grande partie fictif. Et là, il m'arrivait dans la réalité exactement la même chose, c'est qu'on ne me trouvait pas. On ne trouvait pas mon existence et ils l'ont jamais trouvé. Enfin bon, ils ont pris le rendez-vous à mon nom, mais en tout cas, je n'existais pas apparemment. Donc je crois que d'une certaine façon, la réalité qui rejoint la fiction, ça fait partie de l'humour de la vie, effectivement. Hein. Mais oui, oui, cette réalité qui rejoint la fiction, c'est précisément de cela dont il est question pendant tout le livre d'e-books. Et en tout cas, donc la narratrice, dans sa quête aussi d'elle-même, découvre donc Mariette, une demi-sœur défunte, mal morte. Alors elle est d'autant plus mal morte qu'il semblerait qu'elle ait survécu et soit partie vivre à Montréal. Alors, je mets évidemment tout cela avec des guillemets et des conditionnels, bien sûr, mais en tout cas, c'est le point de départ d'un road movie qui va mener la narratrice à Montréal, où nous découvrons avec elle une galerie de personnages singuliers, drôles, jusqu'à Mariette, qui est très, très étrange aussi dans ses comportements. Alors, peut-être avant dans une deuxième partie d'émission, avant d'approfondir ces personnages, est-ce que vous pourriez déjà nous dire ce qu'est un D-book dans les légendes yiddish et notamment d'Europe de l'Est? Alors, un D-book, c'est l'esprit d'une personne qui est morte dans des circonstances qui ont fait qu'elle n'a pas pu trouver la paix dans l'au-delà et qui revient alors tourmenter une vivante ou un vivant, mais une personne particulière. Donc, ce n'est pas un fantôme qui se balade un peu partout avec des draps blancs. C'est vraiment c'est à l'intérieur d'une personne qui change de comportement, de personnalité et qui est vraiment hantée par quelqu'un d'autre sans comprendre pourquoi. Donc, d'une certaine façon, il faut l'exorciser. Alors, je mets des guillemets autour d'exorciser, d'où une psychorabbine, hein, qui peut avoir l'utilité de savoir comment exorcise-t-on un D-book pour arriver à retrouver sa propre personnalité. Alors, dans votre livre, c'est d'autant plus étonnant. Enfin, je dois dire que quand je l'ai lu déjà d'une traite, et il y a un sentiment de vertige, on est pris par le vertige, parce qu'il n'y a pas qu'un D-book, mais il y a de nombreux D-books, et tout devient quasiment D-book, où tous ces D-bookim sont emboîtés les uns dans les autres, comme des poupées gigognes. Qui est le D-book de qui? Est-ce que Mariette est réelle, ou est-ce que c'est la narratrice qui finalement, en fait, serait le D-book de Mariette? Comment comprendre cette espèce de contagion des D-books dans la vie, non seulement de la narratrice, mais des personnages en général? Mais ce qui a été important pour moi, c'est justement de ne jamais l'expliquer. Et je crois que j'ai voulu, et je crois que j'ai réussi, à garder des possibilités ouvertes et que c'est au lecteur ou à la lectrice de comprendre ce qu'il ou elle veut ou peut. D'ailleurs, même la fin, j'ai tenu à ce qu'elle soit tout à fait ouverte, qu'on ne sache pas très bien, mais qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce que toute l'histoire n'est pas racontée par un D-book qui est en train de se venger de la personne qui est en train de lire en lui disant, mais je me suis bien moqué de toi, tu l'as lu d'un seul coup, mais en fait, est-ce que tu as vraiment lu un livre ou est-ce que c'est moi qui t'ai raconté une histoire? Est-ce que tu la crois? Est-ce que tu la crois pas? Donc vraiment, pour moi, c'était important à la fois de garder le côté réel qui concerne tout ce qui s'est passé pendant la Shoah, et puis tout ce qui s'est passé après, est-ce que vraiment on a survécu finalement? Est-ce que ce monde est réel ou est-ce qu'on est dans quelque chose de tout à fait inexistant et qu'on imagine? Mystère. Eh bien, nous allons faire une première interlude musicale et nous allons écouter Sans réponse, chanté par Christian Stefanski et dont vous avez écrit les paroles. Où vont les étoiles éteintes, les grands arbres
l'arbre déraciné, le vent qui retira sa plainte dans le col de la cheminée, l'oiseau qui franchit la frontière, s'écorche-t-il au barbelé, comme nous, pauvres chats de gouttière, qui ne pouvons nous envoler. Qu'est-ce qui fait sourire les mouettes et pleurer la saule à l'étang, à nous voir faire des pirouettes et tant trembler quand il est temps, quand à Milan est à la ronde, plus un ailleurs, plus un demain, rien que le rire de la Joconde, les larmes du penseur de Rodin. Et nous sommes de retour du côté de Rachis avec pour invité Irène Kaufer qui nous présente son livre « 10 Books » publié aux éditions L'Antilope en avril 2021. Dans la quête de son identité la menant à Montréal sur les traces de sa sœur défunte et qui aurait survécu sous une autre identité, donc la narratrice rencontre des personnages qui vont l'aider pour certains à dénouer les nœuds, d'autres, me semble-t-il, ont tendance plutôt à resserrer en fait ou à déplacer les nœuds, ce qui fait que le nœud reste toujours quand même là comme une énigme. Je pense par exemple donc à Solange, la psychorabine, à Stéphanie, un personnage très mystérieux, Karima, Thomas, personnalité spectrale pour certaines. En tout cas, il me semble que chacun de ces personnages est comme un arbre déraciné, selon l'expression qu'utilise Thomas, comme des vies en filigrane ou en pointillé. Alors, une question, est-ce que ce serait là le sort irrémédiable du survivant de se sentir toujours en pointillé, comme à deux doigts d'un effacement, ou comme vous disiez en première partie d'émission, qu'est-ce qui prouve que tout ceci est réel ? Est-ce que c'est le sort de survivants ou est-ce que c'est le sort de tout le monde? Est-ce que c'est pas la vie elle-même? Mais les survivants auraient un avantage ou un désavantage. Il faut voir comment on considère la lucidité. Ça peut être un avantage, mais ça peut être quelque chose d'assez angoissant aussi. Est-ce que finalement, ce n'est pas la fragilité de la vie de tout le monde, mais on s'en rend plus ou moins compte. Alors, quand on est survivant ou enfant de survivant d'une histoire aussi dramatique, mais pas que celle-là, hein, je pense que ça doit être assez proche de survivants d'attentats, par exemple. Là, quand on entend ce que disent les témoins du Bataclan, par exemple, on entend aussi, il y a cette culpabilité du survivant qui retrouve aussi de dire pourquoi est-ce que moi j'ai survécu alors que d'autres sont morts. Mais il y a aussi cette fragilité. Alors ça peut être une force, hein, on peut se dire je suis vivant, je suis vivante. Maintenant,
tout va changer, je vais plus donner la priorité à des choses importantes. Enfin, on se dit ça pendant un certain temps. En général, ça n'empêche pas que on donne de l'importance à des choses qui n'en ont pas vraiment. Mais je pense que c'est plus une école de, enfin pour moi c'est plus une école de lucidité, c'est-à-dire à la fois de lucidité, de se rendre compte de la fragilité de la vie, de ce qui pourrait arriver, et à la fois de la fragilité de savoir d'où on vient. Est-ce qu'on sait vraiment d'où on vient, et est-ce que les morts sont vraiment morts, est-ce que les vivants sont vraiment vivants? Donc ça pose des questions un peu vertigineuses. Heureusement qu'il y a l'humour, effectivement. Si j'avais essayé d'exprimer ça d'une manière plus sérieuse, disons, ça aurait pu être vraiment plombant, mais justement, je ne voulais pas que ça le soit. Mais tous les personnages ont effectivement des côtés qu'on ne comprend pas toujours et que j'essaie de ne pas expliquer d'ailleurs. Oui, alors le personnage Stéphanie, par exemple, c'est vraiment un personnage flagrant qui, enfin, d'ailleurs, premièrement, on ne sait pas ce qu'elle fait exactement. Enfin, alors peut-être que je mal lu, mais j'ai pas l'impression qu'on sache vraiment ce qu'elle fait dans la vie. Si ce n'est qu'elle serait en principe. Comment? En principe, elle est détective privée, mais oui. Est-ce qu'elle est vraiment détective privée? Voilà, c'est ça. Et est-ce qu'elle existe vraiment? Parce que c'est, voilà, c'est, voilà. Enfin, je ne veux pas déflorer évidemment le roman, mais enfin, c'est vraiment en fait un personnage vraiment en filigrane, avec ce chien qui annonce l'arrivée comme une sonnette dans l'immeuble, le chien qui s'appelle Rambo, ça s'invente pas. Mais est-ce que c'est le chien gardien des enfers? Est-ce que c'est, enfin, tout ceci est assez, voilà, enfin, cela permet aussi à l'imagination de, voilà, de construire aussi sa propre histoire autour de ce mystère de toutes ces personnes qui entourent la narratrice. Et alors, en plus d'être mystérieuses, ces personnes, il y a, et ça c'est la force aussi du livre, à un moment, c'est comme si ça déraillait, mais pas déraillait dans le sens où le train tombe, mais dans le sens en fait où vous créez des uchronies, pas simplement une uchronie, mais là aussi des uchronies enchâssées les unes dans les autres, à mesure de l'enquête de l'enquête familiale, avec en toile de fond le dédoublement d'identité des membres de la famille. La sœur Mariette Sophia, la mère Erna Maria, le père Sam Samek, et comme si en fait il y avait à un moment ces vies en fait effacées. Est-ce qu'elles ne reprennent pas vie, mais d'une vie qui n'est peut-être pas nécessairement une vie réelle, depuis ces uchronies vécues en fait par la narratrice, c'est-à-dire comme des nouvelles vies en fait parallèles à celles qu'elle vit elle avec ses parents. Là, il y a aussi un côté très original dans votre. Il y a l'idée que dans certains moments de la vie, on a fait des choix ou alors on a subi des choix qui ont fait que on est parti sur, puisque vous parliez de train, qu'on est parti sur des rails différents et qu'il aurait parfois suffi de quelque chose, d'un détail, et qui aurait pu changer complètement la vie. Il y a un film assez fascinant de Kieślowski qui s'appelle Le hasard, où on voit comment un personnage court derrière un train, enfin essaye d'attraper un train parce qu'il est juste en retard pour son voyage, et selon qu'il arrive à prendre le train ou qu'il n'y arrive pas, sa vie change complètement. Et donc Kieślowski raconte des histoires différentes selon un détail de ce type-là, qui est vraiment pas quelque chose de fondamental. Et je crois vraiment que la vie qu'on mène est faite de tellement de hasards, de tellement de moments où les vies auraient pu être différentes. Mais là, ce que moi j'ai choisi de faire, c'est de raconter les vies qui auraient pu être. Donc, mes personnages, pas tous, mais une série de mes personnages vivent des vies parallèles. Donc, il y a la vie qu'ils ont vécue et puis il y a une vie qu'ils ont peut-être vécue, mais alors laquelle est la réelle, ça reste évidemment une question. Hein, mais mes parents ont subi évidemment la Shoah, donc il y a eu beaucoup de moments qu'ils n'ont pas choisi. Mais il y a eu des moments dans leur vie où ils ont pu avoir le choix, comme ma mère qui vivait à Paris après la guerre. Elle avait le choix de rester en France ou de retourner en Pologne. Alors, elle a vécu des vies, elle aurait vécu des vies évidemment tout à fait différentes, qu'elle avait fait un choix ou l'autre. Et c'est d'autant plus fascinant pour moi que si ma mère avait fait un autre choix que celui qu'elle a fait, moi je ne serais pas là. Elle n'aurait pas rencontré mon père, elle n'aurait pas retrouvé mon père, et je ne serais pas née. Donc, là, ça devient quelque chose de beaucoup plus fascinant que simplement le fait de dire où on aurait pu vivre des choses différentes. Et je crois que ça
c'est quelque chose qui joue dans la vie de tout le monde et qu'il y a un côté assez fascinant d'imaginer, mais qu'est-ce qui serait passé si moi ou mes parents avaient fait un autre choix? Oui, c'est le thème même, en fait. Alors là, des récits même de science-fiction, de l'Uchronie, où, voilà, si en fait on fait un autre choix, eh bien, d'autres événements auraient eu lieu. Alors peut-être pas nécessairement meilleurs, hein, c'est simplement des événements différents et qui entraînent, voilà, peut-être une histoire aussi différente. Je m'interrogeais, en fait, en lisant votre livre. Tout à l'heure, dans une première partie d'émission, vous avez donné la définition traditionnelle du D-Book. Le D-Book qui est alors un esprit d'un mort ou d'une morte qui est mal mort, c'est-à-dire dont il lui est arrivé une offense et qui peut ensuite, disons, s'incarner dans une personne qu'il a choisie. Alors souvent, en fait, le D-Book, c'est vrai que dans les traditions yiddish, il ne choisit pas n'importe quelle personne. Il s'incarne dans une personne qui est liée, en tout cas, à ce qu'il considère être l'injustice qui lui a été faite. Et je me demande, en fait, dans votre livre, si au fond, tous ces D-Books, est-ce qu'ils ne sont pas, en fait, plus que des fantômes, est-ce que ce ne sont pas les identités elles-mêmes effacées de force et déniées? Oui, c'est vaste question, surtout qu'on ne sait pas trop qui est le D-Book de qui. Enfin, on peut se poser la question. Donc au départ, l'idée c'est que Mariette est ma D-Book et que je demande aussi à la psychorabbine pourquoi elle m'a choisi moi pour me tourmenter moi plutôt qu'un nazi ou quelqu'un qui lui a vraiment fait du tort, ou qui a été responsable de sa mort. Moi, je ne suis pas responsable de sa mort, j'étais pas née. Donc, quand on ne sait pas qui est le D-Book de qui, ça pose évidemment une série d'autres questions. Maintenant, sur les questions d'identité, pour moi même, ça va vraiment plus loin. C'est vrai que je me pose parfois la question, est-ce que j'existe vraiment et que j'ai ce sentiment d'inexistence? Et finalement, je peux comprendre que Mariette peut m'en vouloir parce que si je ne suis pas responsable de sa disparition, par contre, s'il n'avait pas disparu, moi, je ne serais pas là. Donc, c'était ou elle ou moi. Et d'une certaine façon, j'aurais choisi que ce soit moi. Ce qui, évidemment, n'est pas, est-ce vrai dans la réalité? C'est encore une autre question. Mais, je crois vraiment que le côté mystère que vous avez souligné au début est important parce que quand j'ai les retours de lecteurs, ce qui me touche le plus, hein, j'ai vraiment des témoignages de personnes qui n'ont absolument pas la même culture que moi, enfin qui ne vient pas du tout d'une culture juive, et à qui ça parle pourtant parce que ce questionnement sur l'identité, d'où est-ce que je viens, est-ce que ma vie repose aussi sur la mort d'autres personnes, c'est vraiment un questionnement qui est très général, qu'on ait vécu des drames ou qu'on les ait pas vécus. Ça va au-delà des fameux secrets familiaux sur lesquels reposent beaucoup de romans. Ça va vraiment sur des recherches identitaires. Et je pense que ce sont des questions que tout le monde se pose. Alors, de façon différente, évidemment, on n'a pas les mêmes vécus. Et donc, je voulais vraiment que jusqu'au bout, on ne sache pas qu'est-ce qui est dans la réalité et qu'est-ce qui n'est pas dans la réalité. Est-ce qu'on est vraiment en train de faire une interview, d'ailleurs? Oui, c'est sur cette question vertigineuse que nous allons écouter pour une seconde pause musicale Mein Rückplatz du groupe The Klezmorim. Such mich, wo die milden Grünen, gefindest mich dort nicht, mein Schatz. Wo Lebenswelten bei Maschinen, dort ist mein Ruheplatz.
dorten ist mein Ruheplatz. Nicht such mich, wo die Vögel singen, gefindest mich dort nicht mein Schatz. Aschklaff bin ich, wo Ketten klingen, dort ist mein Ruheplatz, dort ist mein Ruheplatz. Nicht such mich, wo Fontanen spritzen, gefindest mich dort nicht mein Schatz, wo Tränen rinnen, Zähne kreuzen, dort ist mein Ruheplatz, dort ist mein Ruheplatz. Und liebst du mich mit wahrer Liebe, doch komm zu mir, mein guter Schatz, und heiter auf mein Herz die Triebe und mach mir süß mein Ruheplatz und mach mir süß mein Ruheplatz. Et nous sommes de retour du côté de Rachis avec pour invité Irène Kauffer qui nous présente son livre 10 Books, publié aux éditions L'Antilope en avril 2021. Alors, je souhaiterais que pour cette dernière partie d'émission, je souhaiterais lire un passage de votre roman. Alors, c'est un mail envoyé par la narratrice à Solange, donc sa psychorabine, et voici ce que dit la narratrice. Pensez-vous qu'une D-Book puisse être possédée par une autre D-Book, plus virulente encore, une mâle morte qui réclame justice avec ses cris d'enfant et qui s'accroche et qui marche et qui parle et qui rit à votre place? J'ai suivi toutes vos suggestions, j'ai retrouvé Mariette, j'ai passé du temps avec elle, je lui ai fait mes adieux. Mais comment me séparer de Sophia qui continue à m'accuser? Donc là, je viens de lire la page 156. Et alors, c'est une question, là encore, tout à fait vertigineuse, mais est-ce que l'imagination de la narratrice, imaginant aussi les vies qu'aurait pu avoir Sophia, Samek, Erna, c'est-à-dire toutes ces identités de sa sœur, de sa mère, de son père, est-ce qu'en imaginant ces vies-là, est-ce que c'est précisément cela qui pourrait la libérer au fond de ses mémoires effacées? Est-ce que c'est en les imaginant, ça ne suffit pas parce que j'aurais pu les imaginer et d'après les conseils de ma psychorabine que j'ai suivi, c'était de partir à leur recherche réelle. Et effectivement, il y a une chose qui est tout à fait vraie dans ma vie. Je suis vraiment partie à Montréal. Je ne comptais peut-être pas retrouver Mariette, enfin qui sait, mais en tout cas, je suis vraiment partie à Montréal avec juste un carnet et un bic, en me disant il va se passer des choses réelles et je vais les intégrer dans l'histoire. Donc il n'y avait pas de plan, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer, je ne savais pas qui j'allais rencontrer. Par exemple, quand je suis arrivée à Montréal, il y avait vraiment une exposition sur l'apport des Juifs à la ville de Montréal. Et je ne le savais pas en partant. Et justement, le musée le plus important avait cette exposition-là. Donc, il s'est passé une série de choses que je ne prévoyais pas du tout, mais que j'ai notées et que j'ai intégrées dans le livre. Donc, il y a vraiment une part de, pas seulement d'imaginer, parce que j'aurais pu imaginer en restant simplement assise derrière mon ordinateur. Donc, il y a une part, évidemment, que j'ai imaginée, mais il y a une part de réel qui devait être dedans. Et je devais savoir si Mariette vivait vraiment à Montréal, comment aurait été notre rencontre, qu'est-ce qu'on aurait vu, qu'est-ce qu'on aurait visité,
il y a un jardin botanique qu'on a visité ensemble, enfin, qu'on l'a fait ensemble ou pas, mais en tout cas, il y a vraiment un jardin botanique que je décris. Il y a vraiment le musée que je décris. Et même, il y a une scène à laquelle moi je tiens particulièrement, même si mon éditrice était un peu perplexe par rapport à ça, c'est un écureuil qui a le vertige. Et même Ah l'écureuil oui, qui a le vertige, oui, je tiens, je tenais beaucoup à ce est-ce que vous moment-là. pouvez nous raconter l'histoire de l'écureuil qui a le L'écureuil vertige qui avait le et vertige. de la taupe qui n'aime Oui, pas le noir? absolument. Et donc, mais c'est vraiment quelque chose que, comme j'ai vu, je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec l'écureuil. Peut-être qu'il était aussi avec un dibouk, hein, peut-être qu'il y avait un dibouk d'écureuil. Et donc, je voyais sur un arbre deux écureuils qui se poursuivaient. Et tout à coup, celui qui courait derrière l'autre s'est arrêté pile en regardant en bas et en se mettant un peu à trembler, comme s'il, enfin, j'imaginais qu'il avait le vertige et qu'il n'arrivait plus à avancer. Et le premier écureuil le regardait en se disant, mais quoi, on arrête de jouer? Et ça m'a vraiment tellement frappé. J'avais une espèce de sympathie pour cet écureuil. J'avais l'impression je sais pas, qu'il était mon dibouk, que j'étais son dibouk, enfin, qu'on était proches, qu'on vivait ensemble. Et donc là, j'ai imaginé que l'écureuil qui avait le vertige avait une amie qui était une taupe qui avait peur du noir. Et qu'ils étaient des grands amis, mais qui n'arrivaient pas à se comprendre parce que la taupe ne comprenait pas pourquoi il restait sur un arbre alors qu'il avait le vertige. Et l'écureuil ne comprenait pas pourquoi la taupe restait sous terre s'il avait peur du noir, alors qu'ils auraient très bien pu vivre dans l'herbe ensemble. Ben non, ils ne pouvaient pas. Et vraiment, cet écureuil m'a fait tellement frapper que j'ai écrit le soir même, dans ma chambre, j'ai écrit cette histoire-là. Et je tenais absolument que ce soit dans le livre, alors qu'elle n'a pas l'air d'avoir un rapport avec le reste. Mais si, elle Oui, est très importante dans le reste. oui, parce qu'elle va servir de fil conducteur aussi sur ces vies qui, où, en fait, voilà, Oui. cette petite taupe qui, bah, peut-être en fait que c'est un écureuil qui est incarné dans la taupe ou qui Dans la sait. taupe. Enfin, il y a de nombreuses interprétations et c'est voilà, c'est là aussi la force de votre roman, c'est que il n'y a pas une seule interprétation et on peut voilà se l'approprier selon aussi sa propre histoire, ses propres expériences, comme vous disiez. Et alors peut-être parce qu'à un moment il va falloir s'arrêter dans les questions malheureusement, mais je me demandais en fait si précisément d'autant plus que maintenant, les survivants aussi disparaissent les uns après les autres. Il y a un travail, il y a une nécessité, un devoir de relais aussi voilà, de ces mémoires. Et je me demandais en fait si le rôle de l'écrivain, on parlait tout à l'heure en fait des aiguillages du train en fait qui, selon les choix qui sont faits, va être aiguillé d'un côté ou de l'autre. Et je me demandais si le rôle de l'écrivain, dans certains cas, ne serait pas, comme vous le faites peut-être d'une certaine façon dans D-Books, de donner ce nouvel aiguillage pour rendre vie aux disparus. Des vies de papier, c'est peut-être effectivement ce qui peut rester. Alors, on ne sait pas combien de temps, hein, mais le témoignage de mes parents à la Fondation Spielberg dont vous parliez au début, j'ai dû beaucoup insister pour qu'ils acceptent de le faire parce qu'ils ne voulaient pas. Enfin, surtout mon père ne voulait pas tellement le faire, surtout qu'il ne maîtrisait pas très bien le français. Donc pour lui, c'était vraiment une épreuve linguistique et puis une épreuve affective aussi de devoir parler de sa petite fille dont il a été séparé en 42, hein, et dont il n'y a plus jamais eu de nouvelles. Et donc, pour eux, ça a été difficile de faire ce témoignage, et moi, je savais que je voulais en faire quelque chose. Mais comme vous le disiez, c'était en 97, et il m'a fallu plus de 20 ans pour trouver le fil, pour trouver une façon de l'exprimer autre que simplement la vidéo qui est enregistrée, hein, qui est d'ailleurs disponible au Mémorial Yad Vashem. Hein. Donc, ces témoignages-là existent, mais moi, je crois vraiment au pouvoir de la fiction. Et je crois que la fiction peut mieux exprimer que la réalité, ce qui peut rester après. Donc, pas sur le moment même. Je déteste les fictions qui parlent de la Shoah elle-même, qui fictionnalisent ce qui s'est passé. Mais par contre, pour garder une trace, ben, la trace, je pense qu'elle est plutôt fictionnelle, oui. En tout cas, c'est hélas la fin de cette émission pour aujourd'hui. Et je vous dis un très grand merci, Irène Kauffer, non seulement d'avoir accepté cette invitation,
mais également pour cette belle découverte de 10 books. Donc, je rappelle le titre de votre roman, 10 books, publié aux éditions L'Antilope, donc en avril 2021, et dont vraiment je conseille vraiment la lecture de ce roman. Donc, merci encore Irène Kauffer, merci Eric à la technique. Et vous pouvez retrouver aussi bien ces entretiens sur la page YouTube de l'Institut Rachi, mais également en fait nos activités, événements et rencontres sur le site web de l'Institut Rachi, donc www.institut-rachi-3.fr, sur la page Facebook Institut Rachi 3, par téléphone au 03 10 95 30 07 ou tout simplement en venant nous voir aux 2 rue Bruneval à 3. À bientôt, portez-vous bien. Lies my grandma told me.